IDFM 98 de la bande FM. Je suis avec Mishka qui nous propose aujourd'hui le tome 2 de Abraham parle, un nouveau commencement aux éditions Mama Éditions. Et on va parler de ce fameux Abraham parle. On a beaucoup parlé du livre de Seth, SETH, mais on va parler là de Abraham parle. Bonjour Mishka. Bonjour Joël. Abraham, finalement, c'est une canalisation, on peut dire un channeling de deux personnes qui s'appellent Jerry et Esther Hicks et qui ont commencé à partager cette canalisation en 1986. Oui, probablement, les dates m'échappent, c'est pas ça l'important. Ce qui compte pour moi, évidemment, c'est ce qui passe par ce canal. Et ce qui passe par ce canal, c'est majeur. Pour moi, Abraham parle de ce tome-là qui sort juste ces jours-ci. C'est vraiment un livre majeur. Un livre majeur parce que c'est un livre qui nous aide à connecter avec la joie. C'est vraiment ça le but de ce livre, c'est de nous aider à trouver la joie. Partant du principe que notre comment on dit duty en français, notre tâche première, c'est de faire naître la joie en nous. Et autour de nous. Et si on est joyeux, évidemment, automatiquement, ça déborde sur ceux qui nous entourent. Et donc, c'est l'idée qu'il ne s'agit pas d'attendre que telle ou telle circonstance nous rende joyeux. Il s'agit de faire naître la joie en nous, quelles que soient les circonstances. C'est ça le truc. Oui, et donc on est en plein dedans en ce moment. On est en plein dedans. Puisque moi, je vais déjà mettre sur le tapis tout ce qui ne va pas. Enfin, pourquoi ce livre est un peu un livre qui m'a sauvée. On n'a pas vraiment de raison de se réjouir en ce moment. Si on met sur le tapis aujourd'hui les problèmes de chômage qui sont quand même les problèmes de gens qui courent le monde entier pour fuir des guerres, les problèmes de terrorisme en France, les problèmes de guerre annoncée, c'est-à-dire on va faire des guerres ailleurs et on nous annonce aussi on peut se cacher nulle part parce que même une guerre bactériologique et tout du moins avec des gaz est prévue, donc on nous en rajoute un peu tous les jours. Donc on a l'impression vraiment d'être impuissant, d'être en colère. Moi, j'avais une colère en moi et une impuissance qui fait qu'on se dit à quoi bon finalement. Et dans ce livre finalement, Abraham parle, on a plein de solutions, on comprend plein de choses. D'abord, qui est Abraham? Ils sont nombreux, je crois. C'est une entité formée de, je crois, 1 millier d'entités. Mais encore une fois, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le message et les qualités du message. Et pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, il se passe toutes les choses dont tu parles et il se passe toutes sortes d'autres choses aussi. Tout se passe en même temps. Il y a le pire et le meilleur toujours qui se côtoient. Et la question, c'est que notre esprit est comme un filtre qui choisit de se concentrer sur tel ou tel événement. Et à tout instant, et quelles que soient les circonstances dans lesquelles on se trouve, on peut faire le choix de se focaliser sur ce qui nous fait du bien ou sur ce qui ne nous fait pas du bien. Et ça, c'est le truc fondamental, c'est d'apprendre et d'accepter qu'on fait plus de bien à la planète et on se fait plus de bien à soi-même à chaque fois qu'on choisit de se concentrer sur les choses qui nous font du bien, au sens faire du bien, au sens le plus profond, faire du bien à ce qu'on a de plus intérieur. Oui, et puis le fait aussi qu'on apprend dans ce livre que finalement, si l'on donne du pouvoir à ces pensées négatives, c'est-à-dire que si on rentre dans ces guerres et si on est alimenté du point de vue émotionnel de manière négative, on va donner de la puissance à ces guerres et on va alimenter les guerres. Donc une chose que nous dit Abraham et qui est vraiment très précieuse, c'est qu'on est tous doués d'une boussole intérieure. Et cette boussole, c'est les émotions qu'on ressent. À chaque fois qu'on ressent des émotions, c'est un message qui nous est envoyé par notre moi intérieur. À chaque fois qu'on a une émotion qui nous fait du bien, qu'on se sent bien, qu'on a une émotion positive, c'est notre moi intérieur qui nous dit « Vas-y, c'est bon, t'es dans la bonne direction, continue, fais comme tu fais ». En revanche, à chaque fois qu'on a une émotion qui fait qu'on ne se sent pas bien, que ce soit la colère, la tristesse, la haine, l'envie, de je sais pas quoi, on peut faire une longue liste d'émotions négatives.
À chaque fois qu'on ressent une émotion qui ne nous fait pas du bien, c'est un message de notre être intérieur pour nous dire « Arrête ce que tu fais, arrête ce que tu penses, tu vas dans la mauvaise direction, tu es en train de créer le contraire de ce que tu souhaites créer. » Parce que bien sûr, le paradigme de base, c'est que nous créons notre propre réalité, que nous la créons à tout instant, que nous en ayons conscience ou pas, et qu'il s'agit évidemment de créer la réalité que l'on souhaite plutôt que de laisser se créer par défaut tout ce qu'on ne souhaite pas. Il y a plein de phrases dans ce livre. Il y a par votre douleur, vous offrez de la douleur au monde. Par votre douleur. Et par votre joie, vous offrez de la joie au monde. C'est l'antidote. Et comment on peut se réjouir de ce qui se passe en ce moment? Forcément, il y a une question de douleur. C'est une question de qu'est-ce qu'on choisit de regarder autour de toi. Par exemple, tu pourrais voir... Nous pourrions voir que... Tu vois, la question, c'est de se concentrer sur l'instant présent, parce qu'il n'y a que l'instant présent qui existe. Le futur n'arrive jamais, on est toujours dans l'instant présent, quoi qu'il en soit. Et dans l'instant présent, moi, je vois 1000 raisons de me réjouir autour de moi. Par exemple, je t'ai en face de moi, j'ai une conversation intéressante avec toi, je me porte bien, je vis dans une ville que j'aime, où il y a... Quoi qu'on en dise, une sécurité fantastique, je peux sortir à n'importe quel moment du jour ou de la nuit et être en toute sécurité dans cette ville. J'ai un chat qui vient et qui se frotte contre ma jambe. Oui, il est gentil, tu as des plantes qui poussent. Il y a 1000 raisons de se réjouir si on décide de se concentrer sur les motifs de se réjouir. Il est important aussi de comprendre, ça c'est le tout début du livre, qu'il y a un monde physique et un monde non physique. Et qu'on a une sorte d'être intérieur qui était là avant notre naissance et qui sera là après notre mort et qui continue à nous aimer et à nous diriger et à nous envoyer des messages tout au long de notre existence. Et c'est ce qu'il fait, encore une fois, par les émotions que nous ressentons. Puisque cet être non physique, finalement, a eu envie qu'on s'incarne pour ressentir ces émotions, pour pouvoir... ressentir à travers nous, c'est écrit aussi dans le livre, l'odeur d'une fleur, un beau paysage, c'est-à-dire de vivre à travers nous des choses physiques. Cet être intérieur a eu envie qu'on s'incarne pour apprendre, pour toucher du doigt le fait que nous créons notre propre réalité avec nos pensées et nos attentes et nos croyances. Il y a ce phénomène qui commence à être connu du grand public et qui s'appelle la loi de l'attraction. Et qu'est-ce que c'est que la loi de l'attraction? C'est une loi fondamentale de l'univers, de l'existence, qui est que quel que soit notre niveau vibratoire, à tout instant, nous attirons à nous des circonstances, des personnes, des événements qui sont au même niveau vibratoire. Et donc si on se sent pas bien, c'est ça, on attire à soi le type d'événement qui fait qu'on se sent pas bien. Si on se sent bien, on attire à soi le type d'événement qui fait qu'on se sent bien. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment pour attirer pour attirer le fait qu'on se sente bien dans ce monde où on n'arrête pas de nous envoyer des informations comme quoi il faut se préparer au pire? Déjà, il faut cesser d'écouter les informations. C'est pas des informations, c'est du formatage. D'accord. Alors... je suis vraiment sérieuse à ce propos. Il faut cesser d'écouter les informations, la radio, la télé, Internet. Il faut vraiment cesser d'écouter les informations et se concentrer sur ce qu'on ressent à tout instant au cours de la journée et se comporter en fonction de ça. Il faut arrêter, comme il le dit à la page 58, d'être un petit bouchon qui flotte. Il dit que la plupart des êtres physiques sont comme de petits bouchons qui flottent à la surface d'un immense océan. Emportés par le courant le plus fort et souvent submergés par de grosses vagues, ils refont surface, guettant la prochaine vague avec méfiance. Ils ne sont pas plus délibérés, simplement davantage sur leur garde. Donc quand on écoute les informations, on fait partie de l'océan et on flotte au-dessus finalement des informations qui sont... Voilà, la question de base, toujours, c'est est-ce que ce que je pense ou ce que j'entends ou ce que je fais me fait que je me sens bien? Est-ce que vous vous sentez bien quand vous écoutez les infos? Non. Alors arrêtez d'écouter les infos parce que ça vous met dans un niveau vibratoire qui attire à vous exactement ce que
vous craignez, ce que vous ne souhaitez pas attirer à vous. Et non seulement qu'il l'attire à nous, mais qu'il l'attire en dehors de nous, c'est-à-dire que le fait d'adhérer à plus on est nombreux à attirer à nous les choses qu'on n'a pas envie d'attirer, plus ça donne plus ça augmente les chances qu'elles se produisent. Alors Mishka, il faut pas être nombreux à attirer à nous, mais il faut pas non plus être contre. Hein. Parce que être contre, finalement, c'est être pour, quelque part. Tu peux nous expliquer pourquoi? La question, c'est que si on a très envie de quelque chose, et que ce qu'on ressent, c'est le manque de cette chose... Là, on va parler de la paix, par exemple. La sérénité, d'être tranquille et d'être heureux dans la joie et la paix. Si ce qu'on veut appeler c'est la paix, et que ce qu'on ressent c'est le manque de paix, ce qu'on attire à soi c'est le manque de paix. C'est-à-dire que si on veut attirer à soi la paix, il faut d'abord se sentir paisible, il faut d'abord ressentir la paix soi-même, et si on réussit à ressentir la paix, c'est ça qu'on appelle. Et on prend l'exemple de la paix, on peut prendre n'importe quel autre exemple. Et donc c'est ça qui rend, une des choses qui rend pour moi ce livre Abraham 2 très précieux, c'est qu'il nous donne plein de trucs pour arriver à pivoter, comme il le dit. Oui, c'est important le pivotement. Hein. À pivoter d'une émotion négative, de tristesse, de quoi que ce soit, à une émotion positive qui va faire qu'on va attirer à nous ce qu'on désire et non pas ce qu'on craint. Oui, donc reconnaître ce qu'on a mis sur la table tout à l'heure, c'est-à-dire reconnaître ces émotions négatives qui sont là, les reconnaître, hein, c'est-à-dire ne pas les nier, c'est important aussi de ne pas nier les choses. Et puis tourner son attention vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur. L'extérieur, c'est écouter les news et tout ça. L'intérieur, c'est être en contact avec nos émotions. Et encore une fois, à chaque fois qu'on ressent une émotion qui ne nous est pas agréable, arrêter de penser ce qu'on pense, arrêter de faire ce qu'on fait et qui crée cette émotion désagréable, et faire en sorte de pivoter vers des émotions agréables. Et ça commence parfois par des choses tout à fait banales, comme de regarder autour de soi et de voir qu'est-ce qui est agréable autour de soi. Est-ce qu'il y a des jolies choses? Est-ce qu'il y a des bonnes choses à entendre? Regarder autour de soi et se focaliser exclusivement sur ce qui est agréable. C'est tout à fait mineur comme démarche. Et en même temps, ça aide à faire ce pivotement qu'on passe progressivement de quelque chose qui ne nous fait pas du bien à quelque chose qui nous fait du bien. Je m'amuse parce que ton chat a trouvé un fil qui dépasse de mon pull et si je reste trop longtemps, je vais plus avoir de pull. Non, je rigole. Elle est en train de tirer un fil et voilà, il faudrait avoir un peu ce comportement de chat, c'est-à-dire d'être joueur. C'est-à-dire vivre dans l'instant. Dans le présent, oui. Il n'y a que l'instant présent qui existe. La vie n'est qu'une succession d'instants présents. Il suffit de se concentrer sur chaque instant présent à tout instant. Alors il y a aussi quelque chose qui peut paraître un peu bizarre en ce moment, puisqu'on est en plein dans la COP21 aussi, et qu'on a tout ce qui est décroissant et tout. On nous dit qu'il n'y a pas de fin à la croissance, que finalement on est venu sur cette terre pour croître et nous multiplier. Enfin, il n'y a pas de fin à la croissance, et que l'instant présent est la croissance. Forcément, puisqu'on va vers un avenir. Tu peux plus me définir C'est une chose qui est acceptée par la vision contemporaine scientifique de l'univers, que l'univers est en expansion. Donc, en ce qui concerne les ressources de la Terre et le fait qu'il y a cette fameuse COP21 qui est là pour limiter les dégâts, qu'on n'a pas qu'à terre, etc. Je pense que quelle est la relation? Une question de base, c'est: est-ce que la conscience précède la matière ou est-ce que la matière précède la conscience? Est-ce que notre conscience est née du hasard de telle et telle matière se rencontrant, ou est-ce qu'au contraire la conscience a précédé la matière?
Pour moi, il est clair que la conscience a précédé la matière, et à partir du moment où tu acceptes que c'est bien ça le cas, la conscience précède la matière, tu te rends compte que tu ne vas pas régler des problèmes matériels par la voie matérielle. Tu vas régler des problèmes matériels par la voie de la conscience. C'est en te changeant toi-même que tu vas changer le climat. D'accord. Parce que la nature, elle n'est pas... je veux dire, la nature, elle croît, elle se multiplie, on est d'accord. Enfin bon, c'est ce qui me semblait un peu bizarre, le fait d'un côté d'avoir une croissance perpétuelle, mais ce qui fait aussi que ça va pas avec la COP21, c'est qu'on a beaucoup détruit de forêts, on a beaucoup empêché cette fameuse croissance de la nature. Finalement, on la maîtrise tellement qu'on l'empêche de croître. On va revenir sur ce livre d'Abraham. Abraham parle. Donc l'intérêt, c'est d'être à l'écoute de nos émotions, puisque nos émotions sont offertes par notre être intérieur qui finalement nous donne des renseignements sur ce qui va et ce qui ne va pas. Et dans la mesure où on se sent bien, on ne change pas les choses, mais quand on se sent mal, on a deux possibilités: où on active ce mal, ou on essaye de penser à autre chose. Oui. On essaye de se concentrer sur des choses qui font qu'on va se sentir bien, et ça peut être des pensées, effectivement, ça peut être par exemple faire l'effort délibéré de se souvenir de moments où on a été heureux, de gens qu'on aime, de choses qui nous font du bien. Alors il y avait un bel exemple sur la pluie dans le livre. Tu te souviens, non? Tu te souviens pas de cet exemple qu'elle donne sur la pluie? Un jour, dans la chaleur de l'été, notre amie Esther, donc celle qui canalise, la femme à travers laquelle nous parlons, marchait sur la pelouse devant sa maison, remarquant combien l'herbe et les arbres étaient secs. Elle s'est arrêtée et a dit avec un ton de voix très positif, en employant des mots positifs: « Abraham, je veux de la pluie. » Et nous avons répondu, c'est Abraham qui parle: « Et depuis cette position de manque, vous pensez obtenir de la pluie ?» Esther a demandé: « Qu'est-ce que je ne fais pas de bien ?» Abraham lui demande: « Pourquoi souhaitez-vous qu'il pleuve ?» Avons-nous demandé. Alors Esther répond: « Je veux de la pluie parce que cela fait verdir l'herbe. Je veux de la pluie parce que cela rafraîchit les arbres. Je veux de la pluie parce que cela donne à toutes les créatures qui sont dans les arbustes suffisamment d'eau pour ne pas dépendre de ce qu'offre notre petite vasque pour les oiseaux. Je veux de la pluie parce que cela fait baisser la température de l'air, parce que j'aime la sentir sur ma peau et parce que grâce à elle, tout le monde se sent mieux. » Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on se concentre sur le manque de pluie, la sécheresse, tout ce qui ne va pas du fait qu'on manque d'eau, on fait venir encore plus de manque d'eau. Alors que si on se concentre sur la plénitude, sentiment de plénitude qui vient d'avoir de l'eau quand on en a besoin, à ce moment-là, on fait venir l'eau. Donc si on se concentre sur la paix et la sérénité, nous ferons... Qu'est-ce que serait un monde de paix et de tranquillité dans votre cœur? Voilà, c'est à nous tous de le faire. On a un handicap dans cette société, on en a plusieurs, mais là, un handicap sérieux du fait qu'on a tous été élevés dans l'idée que pour résoudre un problème, il faut se pencher sur ce problème. Et ça, c'est vraiment une fausse piste. Pour résoudre un problème, il ne faut surtout pas se pencher sur le problème, il faut se pencher exclusivement sur la solution. C'est quand on se focalise sur la solution qu'on la fait venir. On peut oublier le problème. Oui, quand on se focalise sur la solution, mais dans ces cas-là, on est quand même en train d'essayer de combler le manque si on se focalise sur la solution, non? C'est une question d'émotion, tu vois, de registre émotionnel. Moi, je dirais pas la solution, je dirais le contraire de ce qu'on voit. C'est-à-dire si on se focalise... Peut-être que solution, c'est pas le bon mot. Oui, parce que la solution, c'est... Sur les tas de choses que l'on souhaite voir venir, que l'on souhaite créer. Donc il est dit, il importe que vous soyez attentif à la façon dont vous sentez, pour que vous vous rendiez compte des moments où vous êtes en train d'attirer ce dont vous ne voulez pas. Et il importe ensuite de couper court à l'attraction négative. Si vous pouvez accepter la puissance de ces mots, alors vous êtes prêt à recevoir le processus qui suit. I love the ease of my world. I love knowing what I know about vibration.
I love knowing that it's about frequency and that I can focus. I love the ease that I'm able to frequently accomplish. I love setting this time aside in order to find this feeling of ease. I so love knowing the laws of the universe. I so love understanding my vibrational nature. I so love my understanding of focus and momentum. I love that I can begin this day in a vibration of well-being and ease. I really like knowing the sources surrounding me and everyone else, that all who I love is surrounded by this ease. I love activating it into myself in a way that I recognize it and can feel it fully and really own it. I love knowing that I will be guided to perfect thoughts and behaviors when timing is perfect for doing that. And meanwhile, I sit in ease and eagerness and appreciation for all that is to come. On se retrouve avec Mishka pour la deuxième partie de cette émission, toujours sur Abraham parle, avec le tome 2, un nouveau commencement, de Jerry et Esther X. On dit X ou AX? AX, X, X. H-I-C-K-S. On a vu en première partie un peu comment nos pensées peuvent définir l'avenir de notre monde, puisque finalement l'intérêt c'est de vivre au présent et que toutes nos pensées vont définir un peu notre futur, puisque c'est quand même... Nos pensées définissent notre présent aussi, parce que notre présent est le résultat des pensées qu'on a eues par le passé. De même que notre futur va être le résultat des pensées qu'on a dans le présent. Des pensées et des croyances, bien entendu. Une croyance n'étant qu'une pensée qu'on entretient encore et encore. Et on va donner un exemple intéressant, puisque le 13 novembre, on était en plein dedans, sur ce qui peut nous faire peur. C'est pour ça que je vous dis que ce livre m'a quand même beaucoup aidé, parce que je ne savais plus quoi penser, je ne savais plus ce qui nous attendait devant. Sur les guerres. Il dit que les tyrans sont en général des êtres qui ressentent un énorme manque d'estime d'eux-mêmes. Ils se sentent faibles alors qu'ils voudraient être forts. Ils se sentent impuissants alors qu'ils voudraient se sentir puissants. Et donc, à partir de leur sentiment négatif de manque, ils agissent pour tenter de compenser leur sentiment de faiblesse. Pratiquement toutes les guerres ont eu pour instigateur un chef obstinément focalisé sur son propre sentiment de faiblesse et cherchant à prouver qu'il n'était pas faible. Et il y a quelque chose d'intéressant dans ce qui est dit là, dans la mesure où c'est nous qui sommes responsables, qui avons créé un peu ce qui se passe en ce moment. Derrière la petite brute dans la cour de l'école, derrière le père dominateur ou le dirigeant d'un pays qui part en guerre contre d'autres nations, il y a quelqu'un qui veut absolument connaître et sentir sa propre force, mais qui n'a pas encore trouvé un moyen d'y parvenir. Il croit qu'en dominant les autres, ceux qui sont plus faibles, il va sentir sa force. Au lieu de cela, il amplifie sa propre faiblesse et donc les brutalités, la domination et les campagnes guerrières se poursuivent. Le sentiment de pouvoir ou de force que cet homme recherche si désespérément est pourtant déjà présent en lui, car sa faiblesse n'est qu'illusoire. Il est le produit d'un environnement qui passe plus de temps à critiquer qu'à faire des louanges, plus de temps à démolir qu'à construire. De fait, cet homme est le produit de la conscience de masse, d'êtres physiques qui ressentent plus d'insécurité que de sécurité, et donc il absorbe lui aussi ce sentiment d'insécurité. Il arrive fréquemment qu'il ait été élevé par des parents ou des enseignants qui manquaient également d'assurance et faisait preuve d'autorité à son égard pour se sentir fort. Donc on est un peu responsable de ce qui se passe en ce moment dans ce pays. Mais qu'est-ce qu'on fait alors si on ne peut plus critiquer nos dirigeants, si on ne peut plus rien faire, Mishka, comment faire? On n'a qu'une chose à faire, c'est toujours la même, c'est s'occuper de ce qui se passe en nous et de faire en sorte d'aller bien. Et c'est lorsqu'on fait en sorte d'aller bien que d'une part on attire à nous les choses qui nous font du bien, donc ça devient de plus en plus facile d'aller bien. Et c'est aussi comme ça qu'on fait du bien autour de nous, parce que quand on a la pêche, c'est communicatif et que ça fait tache d'huile, si je puis dire.
Et donc on est un peu responsable aussi des tyrans, parce que finalement on les critique, on n'a pas confiance en eux, et ça leur permet de remonter dans les sondages quand ils donnent l'impression qu'ils s'occupent de nous. Ça c'est ma façon encore de râler, parce que j'ai pas encore tout compris. Que finalement on alimente nos tyrans. Comment ne pas être tyrannique quand on prend le pouvoir? Bon, on n'a pas à se poser la question de comment autrui devrait agir, on a juste à se poser la question de comment soi-même on doit agir. Donc arrêtez de critiquer aussi nos gouvernants, Est-ce qu'on se sent bien quand on critique? Non. Non, on ne se sent pas bien quand on critique, donc la critique est une fausse piste. Est-ce qu'on se sent bien? C'est toujours la question, c'est vraiment la question qu'il faut se poser à tout instant. Est-ce que je me sens bien quand je pense à ceci? Oui, bah alors je continue. Est-ce que je me sens bien quand je pense à cela? Non, alors j'arrête. Est-ce que je me sens bien? C'est toujours la question qu'il faut se poser. C'est elle qui nous donne la réponse par rapport à est-ce qu'on est en train de se fourvoyer ou est-ce qu'on va dans la bonne direction. Intéressant. Donc c'est nous qui attirons notre expérience, ça s'est répété plein de fois dans le livre. Ouais. Ça commence à se savoir, c'est une notion qui commence à pénétrer notre culture, et ça c'est un énorme pas en avant. Alors le pivotement, c'est la méthode qui nous aide à découvrir ce qui est le plus important pour nous. Il y a tout un chapitre sur le pivotement. Le pivotement, on pourrait dire... Parce que, en principe, la plupart des gens sont d'accord pour essayer de se sentir bien, mais la plupart ne savent pas comment s'y prendre. Donc, comment fait-on quand on ne se sent pas bien pour passer à un autre registre et commencer à se sentir bien, pour pivoter? C'est l'objet d'un chapitre dans ce livre, un chapitre important. Le pivotement est le processus qui vous met constamment en situation d'attirer uniquement ce que vous voulez. Ça, c'est important, de ne pas attirer ce qu'on ne veut pas. Quelque chose de très intéressant à la page 133. Vous n'êtes pas ici pour être testé ni évalué. Vous n'êtes pas ici pour découvrir la voie que quelqu'un d'autre a tracée pour vous. Vous n'êtes pas ici à la recherche de ceux qui ont découvert des vérités afin de suivre leurs traces. Encore une fois, se tourner vers l'intérieur, qu'est-ce qui me fait du bien? Si ça me fait du bien, je suis dans la bonne direction. Ça ne me fait pas du bien, arrête, change, va vers ce qui te fait du bien. Et donc, on n'est pas ici pour être testé ni évalué, donc on n'est pas ici aussi pour faire des choses en fonction des autres, pour se montrer. On n'est pas ici pour prouver aux autres qu'on est en train de faire quelque chose de bien, on n'a rien à prouver. On n'a rien à prouver. Aux autres, je parle. Bien sûr. Ni à soi-même d'ailleurs. Ni à soi-même. On n'a rien à prouver. On a éprouvé, à ressentir ce qui nous fait du bien. Je répète, j'ai l'air gaga. Non. C'est bien élevé. Donc, on n'est pas ici pour être testé ni évalué. On n'est pas ici pour découvrir la voie que quelqu'un d'autre a tracée pour nous. Donc, on n'est pas là aussi. Quoi qu'on peut suivre quelques voies qui nous intéressent. Si on est d'accord avec une voie, on peut quand même la suivre. Si une voix nous fait du bien, voilà, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Il faut l'écouter. Et on n'est pas ici à la recherche de ceux qui ont découvert des vérités afin de suivre leurs traces. Un peu quand même, parce que quand par exemple ici aujourd'hui, je suis en train de découvrir la vérité d'Abraham. Moi, j'étais quand même à la recherche. Mais c'est pas le but de la manœuvre, c'est juste un outil pour te permettre de te trouver toi-même à l'intérieur. Tu comprends ce que je veux dire? Tous les outils sont bons à prendre, mais il ne faut pas les confondre avec le but de la manœuvre. Oui. Mais quelquefois, on peut chercher quand même aussi à l'extérieur de nous. Par exemple, Abraham, là, moi j'étais très contente de tomber sur ce livre, parce qu'il m'a permis de calmer un peu mes esprits, de retomber un peu sur ce qui s'est passé il y a une semaine exactement, qui fait que... quelque part j'étais pas bien, donc oui, bien sûr. Donc c'est bien aussi de temps en temps ce qu'on cherche dans les informations d'ailleurs, on cherche dans les informations quelque chose qui nous rassure, et en vérité c'est le contraire. C'est pas là qu'on va le trouver. Donc on peut le chercher. Alors il est écrit aussi que vous êtes maintenant à l'instant même en position de créer
Il ne s'agit pas d'une chose à laquelle vous vous préparez, il ne s'agit pas d'une chose que vous espérez faire un jour, ni d'une chose que vous ferez plus tard. Quand toutes les conditions souhaitées seront réunies, vous êtes maintenant, en ce moment même, en train de créer. Ça, c'est important aussi de rappeler que c'est pas dans le futur. C'est une notion importante, c'est qu'à tout instant de notre vie, on attire à soi certains événements, certaines personnes, certaines circonstances. À tout instant de notre vie, on crée. Même quand on ne se rend pas compte et même quand on n'a pas l'impression qu'on le fait. C'est pour ça que c'est tellement important de prendre conscience de ce processus pour pouvoir le diriger. Alors à la page 143, il est quand même dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu d'égoïsme dans tout ça? Que de penser qu'à soi, à son bonheur. En même temps, ça peut sembler, on peut appeler ça de l'égoïsme si on veut, mais pragmatiquement, le fait est que c'est la seule chose qu'on puisse faire correctement. Et donc c'est la seule chose qu'on a à faire. Et c'est celle qui, comme on le disait tout à l'heure, non seulement nous fait du bien à nous, mais si on se fait du bien à soi, on fait du bien aux autres parce qu'il y a contagion, parce que ça déborde, parce que ça émane de nous. On peut considérer qu'on serait des petites boules d'énergie quelque part qui transportant ou de la joie ou de la peine. C'est-à-dire que on est des petites boules d'énergie qui sont en plus des aimants. Et qui émettent constamment. Il est question aussi de ceux qui motivent les autres, c'est-à-dire, là on est en plein dedans encore aussi, nous avons observé beaucoup d'êtres focalisés physiquement qui essayent d'en motiver d'autres. Vous en avez sûrement vu aussi, car cette situation est très fréquente autour de vous, des employeurs essayant de motiver des employés, des parents essayant de motiver des enfants, des enseignants essayant de motiver des étudiants, des vendeurs essayant de motiver des consommateurs. Dans la plupart des cas, ils vous présentent un scénario négatif, puis vous demandent d'agir pour remédier ou l'éviter. Votre employeur vous donne des directives et des quotas, vous comprenez que si vous n'atteignez pas l'objectif fixé, vous serez licencié, etc., etc. Qu'est-ce qu'il en est de ceux qui nous demandent, qui essayent de nous motiver finalement pour faire changer les choses, quoi. C'est ce qui se passe aussi en ce moment. On nous motive, on nous donne beaucoup de motifs à être dans une énergie négative, alors qu'il faudrait être plutôt penser au bien. Je suis pas sûre de quelle est la question. La motivation, motiver les autres, c'est-à-dire tous ces groupes aussi qui se réunissent en fonction de sauver la planète, tous ces mouvements qui vont avoir lieu à Paris, là, de tous ces gens qui viennent pour la COP21, c'est des gens qui sont motivés pour... Donc motivés pour inspirer les autres, c'est quelque chose qui me concerne tout à fait à double titre. D'une part parce que j'écris, je signe des livres de mon nom de plume Mishka, et ces livres sont destinés dans mon esprit à en inspirer d'autres. Et en tant qu'éditeur, j'édite des livres comme celui-ci que je suis vraiment contente de mettre au service d'autrui pour les aider à trouver ce qui, je l'espère, pourra les aider. Donc la motivation est importante. Mais néanmoins, il ne faut jamais perdre de vue que le but de la manœuvre, c'est de trouver en soi les réponses et que la façon dont on les trouve, c'est avec l'aide de ce système de signalisation que sont nos émotions, qui nous indiquent si on va dans la bonne direction ou pas. Et on ne va jamais dans la bonne direction en se sacrifiant, sauf si le sacrifice fait qu'on se sent bien. Ce qui compte, c'est de se sentir bien. Oui, le sacrifice de gens qui se sentent bien, on a eu l'exemple la semaine dernière. Il y aura aussi le sacrifice de tous ces gens de la COP21 qui veulent débarquer. Mais tu vois, ils sont motivés par un même élan de la planète et tout. Il y a ça encore qui me dérange un peu. C'est-à-dire cette motivation où ils se sentent bien en s'unissant ensemble pour avoir le même objectif. Les seules actions, tu vois, par rapport aux militants... Au militantisme, à l'activisme, au pacifisme... Les seules actions, à mon sens, qui sont
qui sont cohérentes, c'est les actions qui font qu'on se sent bien. Si on se sent bien à faire du militantisme, c'est bien de faire du militantisme. Mais si on fait du militantisme avec le sentiment qu'il faut qu'on le fasse, mais c'est pas ce qui nous fait nous sentir bien, c'est une fausse piste à ce moment-là pour la personne en question. Il y a aussi toute une partie sur le livre des aspects positifs. Il nous demande d'acheter un petit cahier et de mettre sur ce cahier tous les aspects positifs. Si on a une personne avec laquelle on est un peu en conflit, il faut noter sur ce cahier tout ce qui est positif dans cette personne. Oui, parce que plus on note des aspects positifs, plus ça nous met dans un niveau vibratoire où il est facile de se brancher sur le positif, et donc plus on attire du positif. Il donne un exemple qui m'a parlé, peut-être parce que j'ai navigué en un temps. Il dit quand un navire arrive au port, et qu'il y a des gros filins, gros comme la cuisse, on ne peut pas les jeter à quai. Ce qu'on fait, c'est qu'on jette une petite pelote de ficelle qui arrive sur le quai, qui est réceptionnée sur le quai. Et cette petite ficelle, elle est attachée à une corde plus grosse, et cette corde plus grosse, elle est attachée au gros filin, et c'est comme ça qu'on attire le gros filin jusqu'au quai. C'est la même chose avec les idées positives. Il faut commencer par se concentrer sur des petites choses de rien du tout qui semblent complètement dérisoires, mais qui aident à se connecter, qui sont la petite ficelle qui fait qu'après ça, on va avoir la grosse ficelle et le filin, et que finalement, on va arriver à être vraiment dans un mode vibratoire positif. Petit cahier, si par exemple là, on a un souci sur un problème, c'est pas pour régler les problèmes du négatif, c'est vraiment pour puiser le positif. Il explique ça dans le cahier, à la page 156. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi, parce qu'on aurait tendance à mettre dans ce cahier ce qui nous embête. Ce livre des aspects positifs ne nous est pas proposé comme une méthode où vous prenez du négatif et le transformez en positif. Il s'agit d'une méthode qui vous aide à porter votre attention sur ce qui est positif. Ouais. Quand vous vous focalisez sur le positif, vous ne pouvez pas vous focaliser sur ce qui est négatif, et quand vous détournez votre attention du négatif, celui-ci quitte votre expérience. Donc ne pas mettre dans ce cahier finalement ce qui nous gêne, mais vraiment trouver ce qui est positif. Ouais, c'est ça la démarche, c'est ça la gymnastique, c'est ça l'ascèse à laquelle il faut s'astreindre, et qui au bout du compte change complètement l'existence. Il nous explique comment le soir se coucher et le matin se lever pour avoir des journées et des nuits sympathiques. Alors il y a la loi de l'attraction, mais il y a aussi la loi de l'assertion, qui est le contraire de l'attraction, l'assertion. Toute chose attire ce qui lui ressemble. Alors cette loi est si simple et si directe qu'il est surprenant de voir le nombre de nos amis physiques qui non seulement ne la perçoivent pas ou ne la comprennent pas, mais qui ont même fini par croire exactement le contraire. C'est comme s'ils croyaient en une loi de l'assertion qui n'existe pas, quand ils se penchent sur leur expérience personnelle et attribuent à autrui le mérite de ce qu'ils ont reçu, que ce soit quelque chose de bon ou de mauvais selon eux. Ils parlent d'assertion, or cela n'existe pas, tout simplement. Vous existez en tant que source unique d'attraction dans votre vie. Donc la loi d'assertion, ça serait ce qui viendrait des autres. La loi d'assertion, c'est penser que ce qui nous arrive à cause des autres, ouais. Alors que ce qui nous arrive à cause du niveau vibratoire auquel on se situe à tout instant. Oui, je veux bien te croire. La loi d'assertion, c'est de penser que c'est le train qui était en retard tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on est en retard, souvent, on va mettre ça sur des causes extérieures, et en vérité, c'est parce qu'on n'est pas parti à l'heure les 3/4 du temps. Si on regarde vraiment les choses comme elles sont... Mais ça oui, mais c'est un petit niveau banal. Je pense qu'il pense à des choses plus profondes, comme de penser que si on est malheureux ou si on ne se sent pas bien, c'est parce que notre employeur, parce que notre mari ou notre femme, parce que notre enfant, parce que c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est important de réaliser que ce dont il s'agit, c'est de se sentir bien en dépit des circonstances, quelles que soient les circonstances. Alors il y a aussi cette loi de l'autorisation, c'est pas le tout ça, mais il faut s'autoriser à être heureux.
C'est peut-être la loi la plus difficile dans notre monde où on nous a vraiment souvent appris qu'il faut travailler dur pour obtenir ce qu'on a. Enfin voilà, il y a plein de préjugés qu'on nous a mis dans la tête. Donc est-ce qu'on a le droit d'être heureux? Il faut s'autoriser à avoir du bonheur. Et aussi, quand on fait une demande à l'univers, c'est-à-dire quand on souhaite que telle ou telle chose se passe, il faut d'abord faire cette demande, mais il faut ensuite autoriser cette chose à se passer. Et ce qu'on fait souvent, c'est qu'on ne l'autorise pas d'une façon subtile, c'est-à-dire que on la demande, mais en même temps, on ne croit pas que ça puisse se poser. Ça, à partir du moment où on ne croit pas que ça puisse se passer, ça ne peut plus se passer. Ce serait trop beau. C'est le contraire de l'autorisation. Si vous vous défendez contre quelque chose, vous en faites l'expérience. Oui, si on lutte contre quelque chose, on va en faire l'expérience. Puisque finalement, on donne l'autorisation à l'univers de nous faire cette expérience pour pouvoir... c'est que quelque part, on a envie d'en faire l'expérience. C'est pas qu'on a envie d'en faire l'expérience, c'est qu'on se situe au niveau où on attire cette chose-là. Il y a une question qui me vient, qui est douloureuse. 130 morts la semaine dernière, ils ont voulu l'expérience. Ils l'ont accepté. À un niveau ou à un autre de leur être. C'est très très... Il faut bien se garder il faut toujours se garder de juger de l'expérience d'autrui, parce qu'on ne sait pas du tout en fonction de quoi nous faisons à un niveau supérieur les choix que nous faisons. Je pense que notre être intérieur choisit parfois de nous faire des expériences que notre moi ordinaire de tous les jours pense ne pas vouloir, que néanmoins, à un niveau subtil, encore une fois, notre moi supérieur peut faire des choix par rapport à la santé, par rapport à la vie ou à la mort, des choix qui nous dépassent complètement. Dans ce que tu viens de dire, notre moi supérieur par rapport à la santé peut avoir envie d'être malade? Pas avoir envie d'être malade, mais notre moi supérieur peut percevoir qu'il y a des choses qu'on va apprendre dans une situation de maladie, qui sont des choses qui sont de l'ordre dont on veut faire l'expérience. Je pense que nous, en tant qu'être dans cette réalité en 3 dimensions, on a envie d'être tout le temps jeune, beau et en bonne santé. Et je pense que pour notre moi supérieur, les choses sont beaucoup plus complexes, parce que notre moi supérieur a envie de faire beaucoup d'expériences en tout genre. Notre moi supérieur sait qu'on s'enrichit en faisant toutes sortes d'expériences que notre moi ordinaire, dans la réalité en 3 dimensions, n'ont pas envie de faire. Oui, c'est toujours cette croissance permanente, c'est-à-dire qu'il faut toujours être en croissance. Il faut toujours prendre des choses nouvelles, sinon après, le jour où on n'est plus capable de croître, ben on décroît. Et là, on décroît et on va vers la sénescence, enfin on va vers la mort, quoi. On va vers la mort du physique. Parce qu'on n'est plus capable de croître, c'est-à-dire de... Attends, c'est compliqué ces histoires-là, et c'est difficile d'en parler bien, mais disons que par exemple, je crois que notre être supérieur, notre être intérieur, notre moi, peu importe comment on veut l'appeler, c'est ce que certains appellent notre âme, peut faire le choix, par exemple, de s'incarner uniquement pour quelques années, ce qui veut dire mourir en tant qu'enfant, un choix que de notre niveau à nous, on a du mal à percevoir, pour des raisons diverses, par exemple, pour venir éclairer la vie des parents. C'est une expérience, c'est une chose que j'ai comprise récemment. C'est difficile de parler de ces trucs-là. J'ai des amis il y a très longtemps qui ont eu une petite fille qu'ils adoraient naturellement, qui est morte d'un cancer du cerveau. Et en parlant avec le père, après, le père m'a dit en anglais, parce que c'était notre langue d'échange, il m'a dit en gros, la vie serait très dure si ce n'était pour la mort
des petits-enfants. J'ai mis des années à comprendre ce qu'il voulait me dire. Pourquoi est-ce que la mort des petits-enfants ferait que la vie ne serait pas dure? Il me semblait que c'était tout l'inverse. Et c'est seulement des années après, à la lecture de livres comme Seth ou Abraham, que j'ai fini par comprendre ce dont il s'agit. Et ce dont il s'agit, c'est que la mort de leur petite fille a apporté beaucoup de lumière dans leur vie. Et la façon dont ça s'est passé. Et je pense que c'est ce à quoi je faisais allusion en disant que notre moi supérieur peut faire des choix qui nous paraissent très difficiles à comprendre, comme par exemple celui de s'incarner pour simplement quelques heures. Pardon, pas quelques heures, quelques années. Même quelques heures. Mais je pense qu'il y a quelque chose là qui peut nous aider à comprendre comment de jeunes personnes peuvent faire le choix de mourir à un moment donné, sachant que ce choix-là va avoir un impact, toutes sortes d'impacts. Oui, parce que là, tu parles de lumière. En général, quand il y a une mort autour de soi, on est plutôt dans l'obscurité. Ça dépend. Il y a des gens qui, en mourant, éclairent leur entourage. Il y a tous les cas de figure. Moi, j'ai connu des gens comme ça. Il y a des gens qui meurent d'une si belle mort, qui sont tellement eux-mêmes habités par la lumière dans les derniers moments de leur vie, qu'ils apportent vraiment de la lumière au monde. Enfin, ce que nous entendent les parents des jeunes qui sont partis la fois dernière. Moi, j'ai aussi une pensée pour les kamikazes. Je veux dire, j'ai aussi une pensée, c'était des jeunes avec des jeunes, c'est-à-dire ceux qui pensent avoir fait tout ça pour atteindre un paradis. J'ai aussi une pensée pour eux, quoi. Je veux dire, une pensée pour tous les jeunes dans cette histoire-là. Alors, s'autoriser donc, se donner l'autorisation d'être heureux, accepter que vous êtes le créateur de ce dont vous faites l'expérience, comprenez le pouvoir et l'importance des pensées auxquelles vous réfléchissez. Ça, c'est vraiment important de faire attention à ce qu'on pense. Crucial. On n'a fait que de parler de ça, c'est vraiment crucial. Acceptez votre connexion absolue avec votre être intérieur. Ça, on en a peu parlé, mais bon, on en a peu parlé, c'était le début du livre, hein, que finalement on a une dimension non physique qui est plus grande que notre dimension physique, et que cette dimension de nous, qu'il appelle l'être intérieur, il est important qu'on soit en communication avec elle. Notre être intérieur, bien sûr, c'est lui qui choisit de telle ou telle incarnation, pas simplement de cette incarnation dont je fais l'expérience maintenant, mais de toutes les autres incarnations, à différentes époques, en différents lieux, sous différentes formes. Et tout enrichissent notre être intérieur. Et notre être intérieur souhaite avoir une expérience très variée. Et c'est pour ça que notre être intérieur va faire des choix parfois qui nous semblent complètement étonnants. Par exemple, comme ce qu'on vient d'évoquer. Avec les enfants, là. Ou bien la maladie, ou bien ceci, ou bien cela. Oui, dans le livre, il est dit aussi que les enfants ne sont pas vraiment des enfants et qu'il faut arrêter qu'ils sont aussi, peut-être même... qu'un bébé qui naît n'est pas un tout petit bébé qui n'a rien dans la tête et qu'il a quand même tout à passer derrière lui. Oui, un bébé qui naît se souvient d'où il vient, il se souvient des choix qu'il a fait. De l'être intérieur, il se souvient en gros de quels sont les buts qu'il s'est donnés pour cette incarnation. Et puis bien sûr, il l'oublie complètement, et c'est ça toute la difficulté de notre existence. C'est de retrouver pourquoi on est là. C'est d'être fidèle à nous-mêmes et de retrouver effectivement pourquoi on est là. Quel but on s'est donné. Abraham dit que ça ne sert à rien d'aller chercher dans ses vies antérieures, que c'est un peu de la perte de temps. Oui, le présent est notre instant de pouvoir, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est dans l'instant présent. C'est sur l'instant présent qu'il faut faire porter toute notre énergie. Donc comprenez aussi, donc on l'a déjà dit, que les émotions que vous ressentez sont une guidance venant de votre être intérieur. Décidez que rien n'est plus important pour vous que de vous sentir bien.
Et il dit à un moment du livre que si déjà la personne qui lit ce livre elle a compris ça, le livre est intéressant. Je répète la phrase. Comprenez que rien n'est plus important pour vous que de vous sentir bien. I'm happy about where I stand and eager about what's coming. I know that there are many who are seeking what I'm coming to know, and I'm so pleased that I'm demonstrating it in my own experience in a way that it will be evident in all regards to those who behold me. I feel so happy that I'm able to leave conditions out of the equation of my ease, that I'm able to just find ease by the power of my focus. I so adore non-physical energy, who I believe is flowing with ease and perfection around all that is. I love contemplating that there is this atmosphere of well-being that is focused to all of us, and to the degree that we find ease and allow it in, we are experiencing this well-being. I just love it when my ease begins to expand, when I begin to feel the momentum of my vibration increasing, to where I begin to feel a sort of eagerness about things. Not an eagerness that inspires me to action right now, but an eagerness of what's coming. A sort of optimistic renewal is happening within me. Troisième partie de cette émission, Au-delà du miroir avec Mishka. Abraham parle aux éditions Mama Édition, le deuxième tome. Dans le premier tome, il y avait quoi, Mishka? Il y avait un petit peu la même chose, mais je dois préciser que je préfère ce tome-ci, je le trouve supérieur parce qu'il est beaucoup plus pratique. Il nous aide encore plus à mettre en pratique cette idée que nous créons notre propre réalité et que donc comment faire. Et ce livre est vraiment très très précieux pour ça. Mais dans ce livre-là, il se concentre beaucoup sur nous donner des techniques, des méthodes, des trucs pour arriver à nous sentir bien. Oui, pour arriver à trouver la joie. Pour moi, c'est ça le... Attends une seconde, il y a un truc que j'aime beaucoup dans Abraham, il dit le but de l'existence. Oui, Abraham dit quelque chose du genre, notre vie est fondée sur la liberté, son but est la joie, et le résultat est la croissance. Donc, son but est la joie, le but de notre existence, c'est la joie, c'est une notion complètement radicale. Il y a la liberté aussi qui est importante. Sans liberté, on ne peut pas avoir de joie. Mais la liberté, on l'a entièrement. Il s'agit de reconnaître qu'on l'a. Et la liberté, elle se situe au niveau de créer notre propre réalité. On l'a entièrement, et à partir du moment où on se rend compte qu'on l'a, on peut commencer à le mettre en pratique. Il faut pas, donc tu ne conseilles pas de prendre le tome 1 avant, il faut directement passer au 2. Je conseille de prendre le tome 2 pour commencer, et ayant lu le tome 2, d'avoir envie de lire le premier. C'est ce qui s'est passé pour moi. Je me suis demandé ce qu'il y avait dans le premier. Et il est question aussi beaucoup de la critique. Il dit, quand vous avez des pensées critiques à l'égard d'autrui, votre être intérieur n'est pas d'accord, car il comprend que cet univers existe dans un état de parfait équilibre et que toutes les pensées et tous les choix d'expérience sont permis. Votre être intérieur sait qu'il y a de nombreuses choses que vous ne choisissez pas, car il y a de nombreuses choses que lui non plus ne choisit pas. Mais il a aussi conscience du fait que l'attention que vous portez à une chose dont vous ne voulez pas revient à la choisir, et étant trop sage pour cela, il soustrait son attention. Quand on sent qu'on va critiquer... Encore une fois, est-ce qu'on se sent bien quand on critique? Non. Donc c'est une fausse piste. Mais des fois, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de critiquer. C'est pour ça que la chose la plus importante, c'est d'être en contact avec ses émotions, c'est de se rendre compte de ce qu'on ressent. C'est vraiment ça le premier pas, le b.a.-ba, et c'est le plus important. Une fois qu'on se rend compte de ce qu'on ressent, on peut commencer à avoir cette attention discriminatoire qui fait qu'on va choisir d'aller vers ce qui nous fait nous sentir bien et qu'on va éviter d'aller là où on ne se sent pas bien. Un exemple, une maman qui va élever un enfant pour qu'elle se sente bien, c'est qu'elle donne une bonne éducation à son gamin. Donc elle va quand même être obligée de temps en temps
de l'élever, de le critiquer, de lui donner des... Elle va quand même être obligée, ne serait-ce que pour se sentir bien elle-même, de lui dire de ne pas traverser la rue, voilà. C'est pas une critique de dire de ne pas traverser la rue. Une critique, c'est de dire t'es nul, comme j'ai entendu une mère le dire à son fils hier, justement parce qu'il y avait un problème par rapport à traverser la rue. Et vraiment, dire à son enfant qu'il est nul, c'est à peu près ce qu'on peut faire de pire. Puisque, d'abord, est-ce qu'on se sent bien quand on lui dit qu'il est nul? Non, donc c'est pas ça qu'il faut faire. Est-ce qu'on se sent bien quand on dit à son enfant qu'il a toutes sortes de qualités, que c'est un plaisir de l'avoir? Si on le pense, oui. Si on le pense réellement, oui. Et si on ne le pense pas, on fera bien de repenser la façon dont on le voit. Oui. Parce que tout le monde a toutes sortes de qualités. C'est une question de est-ce qu'on choisit de se focaliser sur les qualités ou pas. Et c'est toujours la même histoire. C'est quand on se focalise sur les bons côtés des gens, on fait naître, on renforce ses bons côtés, alors que quand on se focalise sur les mauvais côtés des gens, on renforce ces côtés-là. On ne voit plus que ça. Non seulement on ne voit plus que ça, mais c'est ça que ça génère chez l'autre. Il y a une partie d'enseignement et ensuite il y a une partie extraite de séances de groupe avec les questions qui sont posées par les gens et la réponse qui est apportée par Abraham. Oui, c'est très intéressant aussi parce que c'est la mise en pratique. Ça me fait penser au dialogue avec l'ange un peu. Oui, c'est du même niveau, du même registre. Est-ce qu'il y a encore des gens qui canalisent à notre époque, à ton avis? Il y en a de plus en plus. Nous, chez Mama Édition, on a publié un livre qui marche d'ailleurs très bien, qui s'appelle S'ouvrir au channeling, et qui est une méthode pratique, pas à pas, pour apprendre à canaliser soi-même, et pour apprendre à canaliser, évidemment, des êtres de haut niveau. Et il y a de plus en plus de gens qui canalisent, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que c'est possible. Et quand on se rend compte que quelque chose est possible, cette chose commence à se passer. Oui, mais à ce moment-là, c'est plus leur être intérieur à eux, c'est un être, à moins que ce soit leur être intérieur qui leur parle. Peu importe d'où ça vient, encore une fois, ce qui compte, c'est le niveau de ce qui est transmis. Est-ce que ça nous apporte? Est-ce que ça nous apporte? Est-ce que ça nous fait nous sentir bien? Donc s'ouvrir au channeling. Pour moi, c'était un grand cadeau que de travailler à la traduction d'Abraham, parce que pendant tout le temps où je travaillais à cette traduction, il y avait un effet très intéressant, une espèce d'infusion du texte en moi qui faisait qu'il était vraiment facile pour moi de ressentir la joie. Est-ce qu'il y a encore des choses à traduire de chez eux? Est-ce qu'il y aura un 3e tome à Abraham parle? Pour l'instant, il n'y en a pas de prévu, mais s'il y en a, on sautera dessus. Elle est toujours en vie Oui. Ils sont toujours en vie, les deux? Non, pas lui, mais elle, oui. Donc elle reçoit encore? Oui. D'ailleurs, sur Internet, effectivement, on trouve beaucoup de choses. On trouve des choses qu'elle canalise, oui. Mais on trouve peu de choses en français. C'est juste. Bah oui, elle canalise en anglais. C'est pour ça qu'il faut des gens comme moi qui traduisent. Bah tu devrais, parce que ça te met dans la joie. Bah oui, c'est ce que je fais d'ailleurs. Mais c'est vrai que t'as bonne mine, je t'ai vu, je trouve que t'as une super bonne mine. T'as un chat qui joue. Ben, il a réussi à me tirer le fil et finalement j'ai plus besoin de le chercher. L'intérêt c'est que quand on est en joie, ben, les animaux autour sont en joie, les plantes poussent bien, tout se passe bien. Donc je te remercie Mishka. Donc on rappelle celui-là qui s'appelle Abraham parle, le tome 2, à acheter avant le tome 1 pour ceux qui auraient envie de faire du channeling, s'ouvrir au channeling, c'est toujours Mama Édition. Oui, bien sûr. Et là, c'est une traduction? Non, c'est pas une traduction. C'est une traduction aussi. Aussi d'anglais? Oui. Qui c'est qui a écrit ça? Elle s'appelle Sanaya Roman et Dwayne Parker. Ils font tous les deux de la canalisation. Ils ont tous les deux... Ils canalisent... on s'appelle... je me souviens plus du nom de l'entité qui canalise. Mais ces entités-là leur ont dicté comment faire ce livre pour qu'il puisse servir aux gens à apprendre à se canaliser. Oui, ça doit être intéressant, ça. Oui, c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est vraiment un livre qui marche très très bien. Et est-ce que toi, tu canalises? Non. Pourquoi? Moi, je canalise sous une autre forme mineure, je pense,
pratiquer l'écriture. Je pense que l'inspiration, c'est une forme mineure de canalisation. Tu préfères faire passer le message des autres qui sont incarnés sur Terre que de faire passer des messages d'entités. Finalement, ton boulot, c'est pas plus... que le message des autres, puisque quand j'écris, c'est mon message à moi que je fais passer. Ouais. Oui, mais c'est pas un message qui vient d'une entité supérieure, parce que la canalisation, finalement, on est simplement des outils pour retransmettre des messages qui viennent pas de nous. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, et en même temps, comme je disais, je pense que l'inspiration, c'est une forme mineure de la canalisation et qu'une bonne dose de ce qui passe par l'inspiration, c'est de même niveau, dans le meilleur des cas, que ce qui passe par canalisation. Non, mais je suis d'accord avec toi. De toute façon, il faut des gens comme toi pour que ceux qui reçoivent des messages puissent les transmettre. On a tous une place sur Terre. Mais ça peut être intéressant de se brancher, de canaliser, voir un peu qui... Moi, si par exemple je prenais ce livre, Découvrir le channeling, je serais très curieuse de savoir qui va s'intéresser à ma petite personne pour m'envoyer des messages. Tu comprends? C'est une sorte de boîte aux lettres. C'est pas une question de qui va s'intéresser, c'est une question qu'à partir du moment où tu fais la demande à l'univers et que tu mets pas de bâton dans les roues à l'univers, l'univers répond à ta demande. Oui, mais il va m'envoyer qui, quoi? Tu vois, il y a une certaine curiosité. Selon ce que tu désires. Ah oui, c'était important, c'était marqué dans le livre aussi, c'est bien, on va terminer là-dessus, que tant qu'on ne sait pas ce qu'on veut, de toute façon, on ne risque pas de l'avoir. Ah oui. Et le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut. Mais par exemple, pour canaliser, comment veux-tu que je sache... Oui, il disait qu'il fallait savoir les questions qu'on avait à poser. C'était le début du livre, dont Abraham parle. L'important, c'était que la jeune femme qui s'appelle Esther lui pose les bonnes questions. Quelles questions on pourrait poser à l'univers, finalement, pour avoir des réponses? C'est ça. Mais quelles questions as-tu, toi, envie de poser? Tu vois, c'est pas les mêmes que moi. Oui, je sais. Certainement. Et en fonction des questions qu'on se pose, on a une canalisation différente. J'imagine. Donc, je suis peut-être pas encore arrivée au point de savoir quelles sont les bonnes questions. Mais ça viendra peut-être un jour, Mishka. Parmi tous les trucs, les ficelles qu'Abraham nous donne pour nous aider à aller dans la direction où on va aller de mieux en mieux, trouver de plus en plus de joie, attirer de plus en plus ce qu'on a envie d'attirer, il y en a comme par exemple quoi faire au moment de se coucher. Alors il dit, chaque soir, au moment où vous allez vous coucher, reconnaissez l'existence de votre être intérieur et de votre connexion avec lui. Et pendant quelques minutes avant de vous endormir, restez simplement allongé sur votre lit en vous abandonnant à un esprit de bien-être. Votre être intérieur va vous inonder d'énergie positive, puissante et pure. Exprimez mentalement votre intention d'autoriser une régénération complète de votre organisme physique, sachant que votre être intérieur alignera avec finesse et amour les énergies de votre corps. Et mettez en avant l'intention de vous réveiller revigoré et heureux. Ça fait partie des enseignements. Puis il nous donne aussi l'enseignement du matin. C'est tout bête et c'est très simple, mais quand on fait ça régulièrement, quand on le fait tout le temps, ça fait une vraie différence au bout du compte. Et il fait la même chose pour le réveil. Il dit, quand vous vous réveillez le matin, reconnaissez que vous avez simplement réémergé dans le physique et exprimez immédiatement l'intention claire suivante. Aujourd'hui, mon intention prédominante est de rechercher ce qui me fait me sentir bien. Car quand vous vous sentez bien, vous êtes dans une position d'attraction positive. Quand vous vous sentez bien, vous êtes en parfaite adéquation avec votre perspective plus vaste et votre intention plus grande. Quand vous vous sentez bien, seul ce que vous considérez comme bon peut vous arriver. Il dit aussi que ça serait important qu'on se donne un quart d'heure de méditation par jour. Un quart d'heure où on lâche tout, c'est-à-dire on essaye vraiment de... Un quart d'heure... Oui, il dit un quart d'heure, 20 minutes, c'est largement suffisant, ouais. Vous n'avez pas besoin de plus. C'est ce dont le but de la manœuvre, ce que vous devez... Votre intention quand vous faites cette méditation, ça doit être d'ouvrir le canal entre vous, le moi qui est ici, là, dans la réalité à 3 dimensions, et votre être intérieur.
Parce que plus ce canal sera ouvert, plus les informations passeront bien de part et d'autre, et plus les choses seront faciles. Et pour ça, il faut lâcher tous les problèmes environnementaux. Il faut essayer de se mettre dans une paix, une sérénité, lâcher tout, quoi, finalement. Tu parles de la méditation? Oui. Du moment où on va se mettre en connexion avec notre être intérieur, il faut lâcher beaucoup de choses. Le moment de la méditation, tel que je le conçois moi, c'est simplement un moment, 20 minutes en l'occurrence, c'est ce que je fais tous les jours moi-même, le matin. C'est simplement 20 minutes pendant lesquelles je fais en sorte de ne pas penser, ce qui est très difficile parce que notre esprit n'a qu'une idée en tête, c'est de penser. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas penser? On se concentre sur sa respiration. Essentiellement, c'est ça. On se concentre sur sa respiration et on visualise du vide à l'intérieur de la tête. Pour moi, c'est la façon d'y arriver. Quelque chose qui était très important aussi, qu'on avait oublié de dire, agir pour être est beaucoup moins efficace qu'être pour agir. Oui, c'est la même question de est-ce qu'on change le matériel par le matériel ou est-ce qu'on change le matériel par la conscience. Et si on considère que la conscience précède la matière, bien évidemment, la façon dont on va changer ce qui nous entoure, c'est pas par des actes matériels, mais par... Oui, c'est-à-dire que l'action peut être... agir contre la guerre, c'est agir pour la guerre. C'est-à-dire agir... Oui, agir pour la paix. Seth, qui est un grand maître spirituel, et je me souviens d'une phrase qui m'avait beaucoup marqué à l'époque où il disait, grosso modo, que l'individu qui arrive à traverser la guerre en restant branché sur la paix, en restant focalisé sur la paix, ne sera pas touché par la guerre. Alors ce sera le mot de la fin. Hein, tu crois pas? Oui, c'est en tout cas une chose qu'il est bon de se souvenir, surtout en période troublée. Oui, surtout de rester en paix. Je te remercie pour cet entretien. Et je vous souhaite à tous de trouver beaucoup de joie. Que la joie soit avec vous. Que la joie soit avec nous. Et avec votre esprit, comme dirait Abraham quelque part. Merci Mishka. In the right place, I'm in the right place at the right time, and I'm loving this my exposure and what it provides. It's me priming the pump. It's me setting the tone. It's me finding the place of it. It's me shining the light. It's me asking the questions. It's me readying myself. And then it's me watching the results of having accomplished that vibrational environment. Every day I love finding this place, and every day I love watching the results of the place that I've found. I'm in the right place at the right time, doing the right thing, and I'm loving my exposure to this life and what it provides for me. I'm in the right place. I'm in the right place at the right time, and I'm loving this my exposure and what it provides and what it